Je vous le dis, c'est important car la vraie intention des manœuvres récentes de LDPE-1 sont révélées. On s'est dit, bon, il va aller observer ce qui reste de Luchonov. C'était le 1er mars. Mais Luchonov n'était pas sa cible. Sa véritable cible depuis le début, c'était Tianlian 103. Et donc là, ça pourrait avoir des conséquences géopolitiques très concrètes. Et donc, c'est pour cela qu'avec Eric, on vous parle régulièrement de cet emballement, de cette possibilité toujours présente dorénavant de croiser la ligne rouge en orbite géostationnaire, et on n'espère pas que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans l'épisode 12 d'Orbit Watch. Alors aujourd'hui, on est en tête-à-tête, mais ne partez pas, c'est très intéressant, car oui, on parle encore d'orbite géostationnaire. Et cette fois, il y a du nouveau, c'est toujours ce thriller entre les États-Unis et la Chine, mais le satellite états-unien LDPE-1 s'est rapproché de sa cible significativement, et cela nous a révélé une interprétation qui était fausse dans les épisodes précédents où on avait cru qu'il allait observer Luchonov. Alors, le déroulement de cette affaire dans le thème principal, restez donc là et écoutez bien. C'est parti pour les brèves. Première brève, le 19 avril, New Glenn, la fusée lourde de Blue Origin, c'est-à-dire de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a effectué son 3e vol. Le premier étage réutilisable a réussi à atterrir sur la barge nommée Jacqueline dans l'Atlantique. Et c'est une étape clé. La réutilisabilité est indispensable pour concurrencer SpaceX. En revanche, l'étage supérieur a échoué à placer la charge utile sur l'orbite visée. Cette charge utile, Bluebird 7 d'AST Space Mobile, était un satellite qu'on appelle Direct to Device, donc qui crée un lien de télécommunication direct entre le satellite et un smartphone de 6 tonnes. Il était équipé d'une antenne de type Phased Array de 220 mètres carrés. Il n'en faut pas moins pour communiquer avec un smartphone depuis l'espace. Elle faisait une orbite de 460 km à 49,4 degrés d'inclinaison. Placé sur une orbite malheureusement trop basse, il est rentré dans l'atmosphère vraisemblablement le 20 avril et est perdu. Cette perte est assurée pour AST, mais elle nuit à la réputation et à la cadence de New Glenn. L'échec de l'étage supérieur soulève des doutes sur la précision d'insertion en orbite, mais comme SpaceX avant lui, Blue Origin devra surmonter ses revers pour s'imposer sur le marché. Bref suivante, Artemis 2, on continue d'en parler. L'équipage de la NASA a survolé la Lune le 6 avril, établissant un record à 406 771 km. Et après l'amérissage du 10 avril, le bouclier thermique d'Orion a montré peu de dégâts, rassurant la NASA. La chaîne SLS Orion Navigation cislunaire est désormais validée et la voie vers la Lune est ouverte. Mais, et oui, mais, il y a un goulet d'étranglement majeur qui persiste, les combinaisons spatiales pour marcher sur la Lune. Un rapport de l'inspecteur général de la NASA alerte, les combinaisons ne seront pas prêtes pour 2028. Axiom, le fabricant, vise une démonstration fin 2027, déjà en retard. Et selon les tendances de design de ce genre de combinaison, la livraison devrait être attendue vers 2032. De plus, des problèmes de compatibilité entre la combinaison d'Axiom et l'alunisseur Blue Moon compliquent tout. Axiom, en plus, est le seul fournisseur en liste, pas de plan B, et toute la campagne attend son élément le plus lent. Alors, la course à la Lune entre les USA et la Chine s'intensifie, Artemis 2 est un succès, mais évidemment sans combinaison, pas d'alunissage.
Troisième brève, la quatrième mission de la navette spatiale chinoise qui manœuvre depuis son orbite à environ 592 km d'altitude. Le 15 et le 16 avril, deux petites descentes, environ 120 mètres au total, ont été effectuées avec précision. Lancée le 7 février 2026, je nous réfère aux précédents épisodes à ce sujet, la navette suit un profil très similaire à celui de sa deuxième mission. Elle s'approche lentement de l'objet G, qui est un mystérieux satellite laissé en orbite il y a 2 ans par la deuxième navette en l'occurrence. Et la navette actuelle reste donc à une phase d'environ 45 degrés derrière l'objet G sur le même plan orbital, en approche contrôlée, donc très contrôlée. Ces micro-manœuvres visent à maintenir un rapprochement très lent, cohérent et maîtrisé. La mission précédente avait déjà effectué des opérations de proximité autour du même objet G. Cela suggère une architecture d'essai délibérée et progressive, pas une expérimentation isolée. La Chine accumule ainsi une expertise en approche orbitale autonome et en inspection de cibles passives, enfin, que nous pensons passives. Et ces compétences recoupent évidemment le service en orbite, la récupération, l'inspection, mais aussi potentiellement des manœuvres anti-satellites. Quatrième brève, le satellite inspecteur en orbite basse russe Cosmos 2576 suit progressivement le satellite américain classifié KH-11. Alors, les KH appartiennent à la National Reconnaissance Office et constituent l'un des principaux actifs d'imagerie optique des États-Unis. Comparable à Hubble en taille optique, puisque évidemment Hubble descend de la famille des KH, sauf que lui il pointe vers l'espace, eh bien ce suivi soutenu par la Russie est opérationnellement très significatif. C'est un comportement qui est situé dans la zone grise, comme souvent. C'est de la surveillance, mais aussi peut-être de la signalisation. On veut montrer quelque chose qui pourrait mener à de la coercition. On n'espère pas, mais bon. Même sans acte hostile, la Russie étudie le comportement orbital, les schémas de réaction. Ce signal est aussi politique. Moscou prouve sa capacité à localiser les actifs sensibles et à les suivre. Stratégiquement, cela confirme que l'orbite devient un espace de compétition et de shadowing, c'est-à-dire de satellites qui se suivent de près. Et la proximité elle-même devient un message, voire une condition préalable à une interférence. Et ce genre d'actions sont généralement suivies par une réponse de la partie qui se trouvait observée, affaire à suivre donc. Cinquième et dernière brève, France et Pologne annoncent un projet conjoint de satellites militaires géostationnaires, de télécommunications donc. L'équipe industrielle réunit Airbus, Thales Alenia Space et le polonais Radmor. L'annonce a été faite à Gdańsk lors de la rencontre Macron-Tusk le 20 avril. Au-delà du contrat, c'est un pas vers une architecture SATCOM, donc de télécommunications par satellite, souveraine pour la Pologne et qui profitera évidemment à l'Europe. Le projet s'inscrit dans cet effort européen pour une défense autonome renforcée d'ici 2030. Un satellite en orbite géostationnaire offre une couverture continue, stable, persistante, à l'échelle de plusieurs continents. Il est essentiel pour le commandement, le contrôle des liaisons et le fait qu'elles soient indépendantes des moyens terrestres qui sont des cibles faciles, et on le voit en Ukraine. L'Europe cherche des alternatives aux fournisseurs extérieurs, comme Starlink, et ce satellite donnera à Varsovie un nœud SATCOM national résilient et souverain. Le vrai enjeu donc, c'est de garantir l'autonomie et la continuité dans les capacités militaires polonaises en temps de crise. On passe maintenant au thème principal, ça chauffe en orbite géostationnaire. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus
écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Et oui, on parle encore d'inspection entre les USA et la Chine en géo. Mais restez, je vous le dis, c'est important car la vraie intention des manœuvres récentes de LDPE-1 sont révélées. Alors, on va pas juste évoquer les inspections, hein, on va en profiter pour se plonger dans le contexte et d'essayer de visualiser, de ressentir, de se projeter sur à quoi ça ressemble un conflit en géo, hein. Parce qu'on parle des satellites, machin et tout, peut-être qu'on les visualise, mais concrètement, comment ça se passe? Bah, préparez-vous à l'immersion, parce qu'il y a de quoi dire. Alors, pour commencer, un petit récapitulatif. À la mi-février, on en a parlé, LDPE-1 monte en orbite cimetière, donc environ 300 km au-dessus de l'orbite géostationnaire, et LDPE-1 y effectue une manœuvre qui le rapproche de l'Ouch Olympe, dont on avait aussi parlé, hein, c'est ce satellite inspecteur russe qui allait prendre sa retraite dans l'orbite cimetière et qui s'est fragmenté du reste. On s'est dit, bon, il va aller observer ce qui reste de l'Ouch Olympe. C'était le 1er mars. Mais l'Ouch Olympe n'était pas sa cible. Sa véritable cible depuis le début, c'était Tianlian 103. Tianlian 103, c'est un satellite chinois qui est du reste décommissionné depuis 18 mois en orbite cimetière. Fait partie d'un relais de données, donc les satellites Tianlian, qui servent donc à la télécommunication par relais géostationnaire à la Chine. Donc c'est vraiment un atout stratégique, on ne rigole pas avec ça. C'est notamment des satellites qui ont été très importants, hein, pour assurer les télécommunications avec les vols habités. Eh bien, à la mi-mars et vers le 1er avril 2026, la distance entre LDPE-1 et Tianlian 103 s'est retrouvée à moins de 400 km d'écart. Bon, on peut se dire, mais pourquoi diable les Américains iraient observer un satellite de télécommunication décommissionné? Voyez, pour l'Ouch Olympe, on aurait pu comprendre, c'était le légendaire inspecteur. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, écoutez ça. Lorsque les satellites Tianlian ont été mis au rebut, notamment Tianlian 103 qui est concerné ici, eh bien ça s'est fait avec le satellite Shijian 23, SJ-23, un satellite inspecteur chinois. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, hein? En avril 2023, donc au moment de la mise au rebut des Tianlian, eh bien SJ-23 a conduit des opérations de proximité avec Tianlian 103. Et il est possible que les deux satellites se soient amarrés. Mais on n'en a pas la confirmation. Alors, la question maintenant est la suivante, c'est est-ce qu'ils se sont amarrés? Et pourquoi est-ce qu'ils se seraient amarrés? Est-ce que c'était un exercice? Est-ce que c'était un test? Ou est-ce que SJ-23, le satellite inspecteur, a transféré du propergol à Tianlian 103? Parce que si c'est le cas, eh bien la Chine possède en secret des capacités bien plus avancées que le reste du monde, hein. Le transfert de carburant, de propergol, excusez-moi, de satellite à un autre, c'est hyper complexe, hein, le in-orbit refueling, et c'est en soi maîtrisé par personne. Ce qui est déjà maîtrisé par certains acteurs, c'est la remotorisation, c'est-à-dire un satellite qui s'amarre à un autre et qui lui sert de nouveau moteur, mais transférer des liquides d'un satellite à un autre, c'est vraiment autre chose dans l'espace. Alors, vraiment, là, si c'est le cas, eh bien, ce serait très intéressant de le savoir. Et donc, c'est sans doute pourquoi les Américains, les USA, sont intéressés et prêts à faire de grosses manœuvres pour aller inspecter ce satellite, parce que c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc, l'hypothèse principale du centre de compétences espace de l'armée suisse, qui suit cette affaire de près, c'est évidemment le fait que LDPE-1 va sans doute faire des opérations de proximité et d'inspection de rendez-vous non coopératifs avec Tianlian 103, avec pour but de trouver des traces d'amarrage sur ce satellite, pour savoir est-ce que ça a été fait ou pas. Maintenant, les risques. Évidemment, la Chine ne va pas apprécier. Et il y a toujours un délai, hein, entre un moment où il y a une action qui est prise par un des acteurs, où un satellite se rapproche, effectue une manœuvre, et après, voilà, la physique fait ce qu'elle fait, le mouvement suit son cours, et le moment où l'autre acteur se rend compte à détecter cette manœuvre, l'interprète et la comprend. Et alors, dans cette immense zone grise où c'est pas encore la guerre ouverte ou aller détruire le satellite de l'autre, eh bien, les deux acteurs, hein, la Chine et les États-Unis, on voit, ils se rapprochent. Là, on passe la barre des 400 km et ça va tout près, tout près. On frise la ligne rouge. Et donc,
à ces distances, et qui peuvent paraître énormes du reste à l'échelle humaine, à 400 km, c'est plus grand que la taille de toute la Suisse d'est en ouest, mais à l'échelle orbitale, c'est pas grand-chose, puisque les risques de collision sous ces distances deviennent significatifs. La probabilité de collision ne sont plus négligeables, disons, et évidemment que d'autant plus qu'on parle de deux acteurs qui font des manœuvres de manière non coordonnée, en essayant de comprendre l'un l'autre ce qu'ils font, ça peut vite mener au désastre. Puisqu'évidemment, la moindre fausse interprétation pourrait tout faire exploser. Et ouais, le risque augmente considérablement. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode 11, avec la manœuvre abrupte de TGS-10, un autre satellite chinois en orbite géostationnaire, qui a montré, qui a envoyé un signal très clair pour dire aux USA, et maintenant, à la lumière de la révélation de la cible de LDPE-1, qui était en fait depuis le début un satellite chinois, on comprend beaucoup mieux ce que voulait dire cette manœuvre abrupte de TGS-10. Ça voulait dire, on a vu, arrêter. Mais les USA continuent. Ils se rapprochent encore et toujours de Tianlian 103, et évidemment, on va suivre ça de près, parce que eh bien, si ça part en cacahuète, puis-je dire, il y a un risque pour l'orbite JO. Cela étant dit, on a vu toutes ces nouvelles qui sont très intéressantes du reste. J'aimerais maintenant vous aider à visualiser, à ressentir à quoi ça ressemble ce conflit hybride en zone grise en orbite géostationnaire. Alors, l'orbite géostationnaire, concrètement, c'est une orbite. C'est pas comme l'orbite basse. Quand on parle d'orbite basse, c'est toutes les orbites, à toutes les altitudes, entre 300 km et 2000 km, toutes les inclinaisons possibles et imaginables, qu'elles soient circulaires, excentriques, là, vraiment, tutti frutti. Mais l'orbite géostationnaire, il n'y en a qu'une seule. C'est une ligne, évidemment, circulaire, autour de la Terre, très très loin, à environ 36 000 km d'altitude, donc concrètement, euh, 18 fois plus loin que l'orbite, que les orbites basses, même plus. Et donc sur cette unique orbite, eh bien, on y va pour une raison très simple, c'est qu'elle a la propriété suivante, c'est de garantir que le satellite est toujours au-dessus du même point sur la Terre. Et ce point est sur l'équateur, parce que il n'y a que là qu'évidemment on peut tourner au même rythme, à la même vitesse que la surface de la Terre. Il y a environ un peu plus que 600 satellites sur l'orbite géostationnaire, ils sont donc tous exactement sur cette même orbite. Et ce qui diffère entre eux, c'est leur emplacement sur cette orbite. On voit ce cercle, ils sont tous répartis autour de ce cercle. Et donc, la plupart des satellites, ils se maintiennent à un emplacement précis sur cette orbite. C'est un emplacement sur lequel ils ont réservé, ils ont payé très cher pour un droit d'émettre des signaux chez l'Organisation internationale des télécommunications. Donc ça, c'est quelque chose de régulé. Il y a des slots, en fonction de la longitude, qui correspond sur la Terre de l'emplacement en orbite géostationnaire, et si on gagne et on achète ce slot, on a le droit d'y mettre un satellite pour émettre des signaux, et faire de la télécom typiquement. Mais par contre, les autres satellites comme Inspecteur, par exemple, ils se déplacent sur cet arc géostationnaire. Alors, comment on se déplace sur un arc géostationnaire? Eh bien, pour commencer, prenons un cas qui peut aussi être utile pour faire du service, c'est que cette orbite, elle est parfaitement équatoriale. Mais si on incline cette orbite, donc elle garde la même altitude, elle est parfaitement circulaire, mais on l'incline, eh bien, le satellite continue à tourner à la même vitesse que la Terre, mais ce qu'on voit sur la surface, le point en dessous du satellite sur la surface, il fait des 8 comme ça, et le centre du 8 étant toujours sur l'équateur. Ça peut être utile pour certains services, si on veut un peu de couverture au nord, au sud. Certains satellites chinois, du reste, ou japonais, je ne suis plus sûr, fournissent ce genre de service, en fait, entre le Japon et l'Australie, puisque ils sont à peu près à la même longitude, mais par contre, ils sont très éloignés en termes de latitude. Alors, le satellite fait des 8, et il monte un petit peu, hop, jusqu'au Japon, puis il redescend un petit peu jusqu'en Australie, et ainsi de suite. Donc c'est une possibilité. Maintenant, comment est-ce qu'on se déplace sur l'arc? Eh bien, cette fois, on reprend notre orbite parfaitement circulaire, parfaitement équatoriale, la géostationnaire, et si on monte ou on descend très légèrement, on va dans ce qu'on appelle une orbite GDO, une orbite de dérive géosynchrone. Donc on est toujours très...
très proche d'être parfaitement synchrone avec la Terre, mais plus exactement. On se déplace doucement. Quand on va un peu plus bas, c'est contre-intuitif, je sais, mais on va plus vite. Et donc, on va dériver vers l'est, puisqu'on tourne plus vite que la Terre. Si on va un peu plus haut, on va un peu plus lentement. Et donc, on dérive vers l'ouest. Et donc, typiquement, quand un satellite avec un certain service de télécommunication est mis en orbite, sur l'orbite géostationnaire, atteint cet endroit-là, il reste un moment sur un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas pour se déplacer jusqu'à son slot et paf, après, il s'y arrête. Alors, de manière générale, pour faire ce genre de dérive, euh, on, on fait une toute petite manœuvre, on change très légèrement, puisque si on veut une dérive rapide, il faut faire une manœuvre plus coûteuse, il faut avoir un changement d'altitude plus grand. Alors, euh, on peut attendre quelques jours que le satellite dérive lentement, histoire d'avoir une manœuvre qui coûte moins cher. Et par contre, changer d'inclinaison, comme on a discuté tout à l'heure, c'est très coûteux. Et c'est pourtant ce qui a fait LDPE-1 pour aller observer Tianlian 103. Donc l'intérêt doit être grand pour être prêt à dépenser ce précieux carburant qui, je vous le rappelle, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, à défaut d'être capable de faire du refueling. Alors maintenant, voyez donc une orbite équatoriale unique, où des centaines de satellites se trouvent tout autour, et puis quelques-uns se baladent. Alors ils se baladent lentement, hein. Ils dérivent doucement de 0,5 à 1,5 degrés par jour, et ils vont voir ce que les autres font. Et alors on a parlé un peu de régulation, hein, mais c'est les émissions électromagnétiques qui sont régulées dans ces slots, hein, par l'Organisation internationale des télécommunications. C'est pas illégal de se balader avec son satellite, et donc n'importe qui peut le faire en soi. Il n'y a pas de loi pour encadrer les inspections. C'est la jungle. Et dans la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Alors évidemment, on se met des coups de pression pour border les muscles, montrer les biceps et essayer de calmer l'autre. Mais pour l'instant, on dirait que les Américains et les Chinois ont plutôt tendance à s'exciter que de se calmer. Une chose dont on a encore parlé, c'est l'orbite cimetière. Elle se trouve environ 300 km au-dessus de cette orbite géostationnaire, donc elle dérive constamment. Mais comme son nom l'indique, c'est l'orbite cimetière, donc son seul but, c'est de ne pas déranger les satellites qui, eux, sont opérationnels. Et ben oui, imaginez un satellite dont on n'a plus le contrôle parce qu'il est vraiment vieux et puis qu'il ne fonctionne plus, si on le laisse dans son slot, eh bien, les orbites, en fait, n'étant pas parfaites, vont changer légèrement avec le temps et l'orbite va dériver et risque d'entrer en collision avec les satellites opérationnels. Et il n'y a qu'une seule orbite géo, donc là, s'il y a une collision et des débris dessus, c'est vraiment dramatique. Alors, pour éviter que cela se produise, on les met un peu plus haut, comme ça, ils ne dérangent personne, et ça coûte du propergol pour se rendre là-bas. Donc, non seulement les opérateurs doivent prévoir la fin de vie de leur satellite avec ce propergol de réserve, mais c'est aussi là que les inspections, que le rapprochement entre LDPE-1 et Tianlian 103 s'effectue. Donc, il a fallu dépenser le propergol pour aller là-haut. De nouveau, l'intérêt doit être grand. Et donc, cette orbite géo, sur laquelle on a tout plein de satellites, et les inspecteurs qui se baladent entre l'orbite géo et l'orbite cimetière, qui vont regarder qui c'est qui fait quoi, eh bien, on a les uns qui vont observer les moyens des autres. Mais les autres, ils sont pas contents, alors ils vont envoyer leurs propres inspecteurs pour observer aussi les moyens des uns, pour dire « Hey, moi aussi je peux faire ça, et calme-toi ». Et ces inspections ne sont pas coordonnées. Évidemment, hein, ce pas des grands copains en termes d'opérations spatiales, les Chinois et les Américains. Donc concrètement, si on a, par exemple, une tentative d'esquive ou de contre-inspection du même satellite inspecteur, et que ça continue à se passer de plus en plus près, là, en dessous de la barre des 400 km, et qu'on commence à avoir des manœuvres simultanées, mais pas coordonnées, qui causent une collision, alors là, non seulement on a des problèmes pour tout le monde, puisqu'on crée des débris dans cette orbite, mais aussi, eh bien, un risque d'emballement de la situation, puisque certains vont dire « Voilà, c'est de votre faute, vous avez attaqué notre satellite », l'autre va « Non, c'est vous ». Et puis, de nouveau, ces satellites sont des moyens stratégiques, et donc s'il y a un malentendu qui cause des dégâts ou un rapprochement un peu trop... mettons, par exemple, s'il y a 2-3 manœuvres qui causent malheureusement les satellites de se rapprocher très proche sans pour autant qu'il y ait une collision, ça pourrait être perçu comme un signe extrêmement agressif, mais peut-être que les uns avaient l'intention de se rapprocher à encore quelques centaines de kilomètres, mais les autres ont voulu esquiver, mais n'avaient pas prévu en même temps cette manœuvre, ce qui se retrouve à peut-être moins d'1 kilomètre, ce qui est absolument dramatique. Et donc là, ça pourrait avoir des conséquences géopolitiques très concrètes.
Et donc, c'est pour cela qu'avec Eric, on vous parle régulièrement de cet emballement, de cette possibilité toujours présente dorénavant de croiser la ligne rouge en orbite géostationnaire et on n'espère pas que ça se passe. Donc voilà, j'espère que cet épisode dédié, une fois de plus, à l'orbite géostationnaire vous a plu, que l'information et la révélation des opérations de l'EPE1 vous l'avez trouvé intéressante et que ce thriller vous, 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 vous aide à visualiser un peu les opérations spatiales, à comprendre la géopolitique et vous donne quand même un peu de plaisir à rester informé et non pas du stress. Et finalement, que cette dernière partie sur la visualisation de comment les choses bougent en Léo, qui sont à la fois très rapides, puisqu'ils bougent en vitesse absolue à 3 km par seconde, mais en même temps, entre eux, ils font doucement. Et par rapport à la Terre, ils vont aussi doucement. Ils ne bougent pas par rapport à la surface, d'autres ne bougent que de 1,5 maximum degrés par jour, ce qui est vraiment pas énorme si on regarde les 360 degrés d'un cercle. Mais ce genre de doux balai des satellites géo a des conséquences bien réelles et des risques bien réels de mettre un sacré bordel dans la géopolitique et les opérations de télécommunication géostationnaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.